La YouTube Worlds, bonsoir, parce que ici il est 20h30, donc ça dépend, ça dépasse. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec le journal du mois qui concerne le mois de juin qui s'achève, parce qu'il n'est pas encore tout à fait terminé. Mais on est sorti momentanément de la zone caniculaire, donc je profite pour m'insérer sur ma propre chaîne après avoir lamentablement laissé tomber. Ce que je veux vous dire, c'est que préparez-vous parce que je pense que ce journal du mois va être très long. Comme d'hab, le moral, les films, les séries, patati patata, et une petite réflexion sur une décision que je vais prendre ou non, que j'aimerais partager avec vous dans la catégorie. De toute façon, je vais mettre un sommaire pour bien distinguer s'il y a des séries ou des films qui ne vous intéressent pas ou des sujets abordés qui ne vous intéressent pas. Vous pourrez directement zapper par le biais du sommaire en barre d'infos. C'est tout, on y va. Alors, le moral pour ce mois de juin, écoutez, 37,2 les urines claires, j'ai presque envie de vous dire, jusqu'à ce que la canicule pointe le bout de sa gueule. Ou alors là, je pense, comme bon nombre d'entre nous, je pense que, à titre personnel, je suis la Biftanen de la canicule. J'ai préféré laisser ma caméra éteinte plutôt que de me plaindre absolument toute la semaine que j'étais en train de crever. J'ai beaucoup grognonné dans cette dernière dizaine de juin entre effectivement les chaleurs tout à fait exceptionnelles, l'actualité qui me démonte, qui me siphonne la gueule. J'ai bien grognoné. On était sur un mode Tati Daniel activé, mais vous savez, vraiment la version premium où tu as toutes les options. Vraiment. Tati Daniel dans son heure de gloire, à son prime. C'est-à-dire que de base, l'été n'est pas ma saison de prédilection. Bon, bah alors là, on est sur au-delà de l'été. Autant vous dire qu'il me tarde d'être au mois d'octobre. Sinon, à part ça, ça va. Documentaire et série, on va aller crescendo. Je vais commencer par un documentaire que j'ai vu sur Netflix, qui est cette petite chose, donc Maternal Instinct, qui est en fait un documentaire true crime qui, là, pour ce faire, va expliquer, relater l'histoire de Taylor Parker. Alors, je ne vais pas vous en dire de trop parce que moi, je connaissais absolument pas l'histoire. Donc, si vous avez envie d'aller jeter votre œil, je vais quand même pas tout déballer comme ça. Ce qui va pas être le cas pour la série The Polygamist derrière. Je vais y aller à fond les baltouzes. Il me semble que l'histoire se passe au Texas et donc, au moment où le documentaire commence, on est tout de suite projeté dans le truc. On a donc Taylor Parker qui est une jeune femme, je crois, de 23 ans, qui est plutôt jeune et qui est dans sa voiture complètement paniquée avec un peu de sang sur elle. Et surtout, elle crie, qui voudra bien l'entendre, je viens d'accoucher. Elle est vraiment en état de panique. Elle tremble, tu vois qu'elle est sans dessus-dessous. Très rapidement, les secours la prennent en charge et l'amènent à l'hôpital. Sauf que, vous doutez bien, il y a un petit mais qui se trimballe dans tout ça, c'est que elle arrive à l'hôpital, le bébé est pris en charge, ainsi que l'hypothétique maman, sauf que des examens cliniques vont montrer que Taylor Parker ne montre aucun signe d'une personne qui vient d'avoir une grossesse, et encore moins d'une personne qui vient d'accoucher. Alors, la première question, d'où vient le bébé? Qu'est-ce qu'il en est? Sachez que je ne vais pas en dire plus, mais juste... Alors déjà, on est sur un documentaire true crime, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Mais sachez juste que même si je regarde et je lis des trucs parfois qui dépassent un peu l'entendement, là, la dimension est différente. On est quand même sur quelque chose, un fait réel. Et c'est un documentaire qui m'a vraiment beaucoup, profondément bousculé. Parce que quand tu penses que le pire est fait, non. Le pire est à venir. Voilà. Donc, je ne peux que vous recommander ce documentaire si vous êtes adepte ou fan des faits comme ça réels, de ce qu'on appelle dans le jargon le true crime. Le true crime. Le true crime. Ah bah, bilingui, écoutez. Bon, alors, écoutez, là, va falloir qu'on se pose ensemble à un quart d'heure, 20 minutes. Et qu'on discute. Vous me ferez vos retours si vous l'avez vu par le biais des commentaires.
qu'on discute sur la série The Polygamist. 22 épisodes au demeurant très courts, diffusés sur Netflix. Je vais spoil plus. Vous êtes prévenus, si vous ne voulez pas savoir, zappez. Sachez que je suis fascinée, je suis dépassée et que cette série m'a cloué mon énorme bec. Je n'avais jamais vu une série de cet acabit. Je ne sais pas si elle m'a fascinée, dérangée, mais ce que je sais, c'est que moi, je l'ai pris vraiment... j'ai vu des retours sur les réseaux où les gens en rigolaient, mais moi, je l'ai pris vraiment genre premier degré. Et je trouve que dans le fond du fond, quand tu réfléchis un petit peu, quand tu grattes un peu, je trouve que cette série, elle est hyper triste dans le fond. Bien évidemment, je vais vous donner un avis sur cette série. Et il est bien évident que je n'ai que très peu... J'en ai quand même un petit peu, mais je n'ai que très peu de connaissances en ce qui concerne la polygamie et ses dimensions, qu'elles soient sociales, culturelles, religieuses. Bref, il va falloir là vous cramponner parce que je vais y aller. Pour que vous puissiez comprendre. Il va y avoir des gros spoils, donc il y a un sommaire, c'est le moment, j'y vais, je pars, on va pas m'arrêter. Dans un premier temps, on a sur le papier le couple idéal, Jonassi, qui est quand même le personnage principal, ainsi que sa femme, Joyce, le socle, les Gomorrah, je vous dis, couple idéal dans les apparences, réussite sociale de ouf, le Jonassi, il a monté un business et ça marche du feu de Dieu, c'est un homme qui se veut professionnellement, en tout cas nous on perçoit que c'est un homme qui est respecté. Bref, ça clinque de partout, ça envoie des paillettes, sauf que les apparences sont trompeuses, et là c'est le cas, puisque dans le perso, dans la vie privée, dans le couple, c'est le chaos total. Parce que, voyez-vous, Jonassi, il a un petit problème, c'est qu'il a un kiki hyperactif. Mais alors, hyperactif... ça y va. Hein. Il y a Joyce, la femme qui vient d'avoir son dernier enfant, et il y a une superbe jeune femme qui répond au prénom de Matipa, qui entre dans la danse, et alors elle va te foutre un merdier. C'est la Gilabot des Feux de l'amour. Vous savez, la Gilabot de l'époque, pas de maintenant. Je sais pas où elle en est, mais à l'époque, elle foutait un peu le bordel. Vous savez, c'est un peu la vilaine de Disney, sauf qu'elle est loin d'être vilaine, elle est superbe. Et Jonassi, il en faut pas plus pour lui titiller le biscuit. Joyce, un soir, elle va vouloir s'acoquiner avec son mari. Lui va rentrer de ses exploits avec Matipa, entre autres. Il va être crevé. Donc elle se dit, ce soir c'est bon soir, mon mari, on y va ou pas ? Et elle commence à fouiller les poches. Et écoutez, là en termes de le mec, il est en roue libre, hein, c'est-à-dire qu'il a un slop de Matipa dans les poches. Rien à foutre, je vire pas le slop. Hein. Alors le mec, il se fait cramer, mais il s'en bat les cacahuètes. Donc forcément, Joyce, qui est, je trouve, très charismatique dans la série, elle en impose, elle y va, elle monte au front, elle y va. Hein. Menaces, pleurs, insultes, des petits coups de poing dans la gueule et tout ça. Enfin voilà, elle y va. Hein. Je veux dire, elle se laisse pas faire, la Joyce. Hein. Et tu as Jonassi qui, lui, est là. Lui, il n'est pas concerné. Lui, il a qui ça ? Moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Moi ? Un slip dans ma poche ? Ça m'étonnerait. Lui, alors lui, il n'est pas du tout concerné par la question. Donc, le Jonassi, il fait sa vie avec Matipa, ils prennent une baraque et tout, c'est la fête, il n'est pas divorcé de Joyce. Et puis après moult rebondissements, tu comprends pas trop, mais le Jonassi retourne vers sa femme Joyce, et là, c'est reparti comme en 14. Tout le monde s'aime, ça part en voyage, ça s'acoquine à plusieurs reprises. Oui, parce que je vous préviens quand même que dans cette série, il y a des scènes où... c'est plutôt explicite, hein, donc bon. Alors Joyce, elle est là, elle prend la confiance, j'ai retrouvé mon mari, elle a quelques petits flashbacks qui reviennent, qui lui plaisent pas trop, mais elle croit qu'elle a la force, oui, sauf qu'entre-temps, Jonassi et son kiki hyperactif, ils sont pas restés... les deux bouliches dans le même galbar. Elle se rend à l'hôpital, Joyce, et elle va tomber sur Matipa qui vient de mettre au monde des jumelles. Qui est le père, à votre avis ? Je vais pas vous faire un dessin. Hein. Alors, bon gré, mal gré, c'est là où moi ça a commencé. Je me suis dit, mais quelle tristesse. Bon gré, mal gré, pour sauver ce qu'il reste...
du couple, et surtout je pense que pour ne pas perdre tous ses avantages, Joyce, ni une ni deux, elle va faire une proposition, en fin de compte elle va même imposer que Matipa, donc celle avec qui qui trompe Joyce, devienne très officiellement la deuxième épouse de Jonassi et donc intégrer leur quotidien. Donc attends, je te fais un point parce que je te sens perdu. Donc Jonassi est marié officiellement première épouse, attends, parce que officiellement à Joyce. En seconde épouse, Matipa. Il est le père de 2 enfants de son premier mariage. Attends, c'est pas fini. Donc Mpume et Menzi. Et donc le père des jumelles de Matipa. Et alors que bon, ça s'installe difficilement dans cette vie où l'homme, on est dans le terme, on va dire très officiel, c'est la polygamie, mais là on est très clairement sur un schéma de polygynie, parce que il est bien évidemment hors de question que les épouses de Jonassi aient elles-mêmes d'autres épouses. Ce n'est pas envisageable pour le personnage de Jonassi. Et puis, comme on n'en a pas assez, on va apprendre que, donc, ce qu'on croit être la femme du frère de Jonassi, Magesh, n'est autre que sa toute première épouse quand il était très jeune. Et si elle n'entre pas dans la danse, elle a créé la danse, elle est l'épouse, en fait, vous savez, elle est l'originelle. Elle est l'épouse, et le plus malheureux dans cette histoire, c'est qu'elle est la toute première épouse, cachée donc de Joyce, l'officielle première épouse, et de Matipa, sauf qu'il y a eu un enfant, donc une fille qui s'appelle Sarah, qui est donc le premier enfant, et qui, elle, en fait, on n'a pas le droit de dire qui est son père. Il lui rend visite, mais il l'oblige, il est hors de question qu'on sache au grand jour que Sarah, cette jeune femme, est la fille de Jonassi. Donc elle vit dans l'ombre de tout ça, et en plus, elle n'a pas eu le droit aux avantages qu'ont ses frères et sœurs. C'est-à-dire que ses frères et sœurs ont grandi dans des quartiers très favorisés, très belles maisons, tout le confort, alors que Sarah, elle a dû se faire dans des quartiers plutôt très défavorisés. Cela dit, il paraît que ça endurcit, mais pendant ce temps-là, lui, Jonassi, s'épuise pas. C'est-à-dire que c'est la merde partout, il fout la merde partout, mais lui, moi, je veux juste la paix. Voilà, lui, le mec, il veut juste qu'on lui foute la paix. Il tire à balles réelles partout, mais il veut juste qu'on lui foute la paix. Dans le plus grand des calmes. Et alors que tu te dis, ça y est, là, on a eu tout le pompon sur la pomponnette. Ah ben non. Non, penses-tu? Le Jonassi, il va juste s'envoyer la meilleure amie de sa fille. Allez, au calme. Forcément, je vous garde un petit peu de suspense, parce que la série commence où on voit Jonassi dans son cercueil. Je vous laisse un petit peu de suspense, mais je ne m'attendais pas à cette chute. Ce que je pense de cette série, alors je vais vous parler un peu plus en profondeur de ce que je pense de ça, au-delà des dialogues qui sont un peu poussifs, parfois des choses qui sont plutôt attendues, c'est-à-dire que pour certaines choses, tu sais que ça va se passer comme ça, et un peu moins pour d'autres. Au-delà de la construction de la série, des dialogues, des textes, bon. Mais moi, je trouve que cette série, il y a quand même un fond qui est plutôt très intéressant à creuser, pour notamment, je vais parler pour moi, mais moi qui n'ai pas de connaissances particulières et qui d'ailleurs le vis plutôt très bien sur ce qu'est la polygamie, je trouve ça hyper intéressant à creuser parce qu'elle touche quand même à l'histoire et à la culture. La polygamie, c'est pas seulement pour certaines cultures, c'est pas seulement... Alors, j'ai mon point de vue sur la question, mais quand même, si on creuse bien, ce n'est pas seulement une histoire d'aller tirer ailleurs. Après, chacun est libre de l'interprétation qu'il en fait. Mais quand même, et moi j'ai grandi et été éduquée dans une société où la monogamie est le modèle de référence. Et je dois avouer que ça me convient. Là où, dans la série, ça me convient un peu moins, bien que je ne me sens pas du tout légitime à parler de polygamie quand je n'ai pas été éduquée avec ce schéma-là, c'est que si je vais être honnête avec vous, sans aucune connaissance, pour moi, la polygamie pour les cultures qui sont concernées et dans les endroits où c'est légal, je ne m'imagine pas que ce soit des choix qui sont faits presque sous la contrainte. Je vais m'expliquer là-dessus. Parce que dans la série, en fait, les femmes, elles subissent, elles font des choix, mais j'ai presque l'impression, malgré elles, pour ne pas perdre leurs avantages, quels qu'ils soient.
Et c'est pas cette vision-là que j'avais pour ma part. Je sais pas quelle vision j'avais de la polygamie, et là, en l'occurrence, de la polygynie. Mais là, vraiment, on a l'impression que c'est le... en fait, il n'y a pas vraiment de choix. Joyce, elle fait le choix d'intégrer la deuxième épouse, Matipa, parce qu'elle ne veut pas perdre tout ce qu'elle a construit, tout l'empire qu'elle a construit avec son mari. Et elle le dit à plusieurs reprises. C'est 50% toi, 50% moi. Donc, si il y a divorce, elle se dit, voilà, je trouve qu'il y a des choix qui n'en sont pas finalement, parce qu'elle a pas, Joyce, elle n'a pas trop le choix. On a toujours le choix, me direz-vous. Mais, j'ignore quels avantages. Et si j'essaye de projeter un peu quels avantages peut avoir la polygamie, je dirais que dans le schéma de la polygynie, donc l'homme qui a plusieurs épouses et les épouses n'ont pas plusieurs époux, je dirais peut-être faire un roulement. Attention, hein, j'extrapole, j'y connais rien. Hein, donc ne vous méprenez pas sur mes propos. J'ai essayé de ne pas être maladroite justement parce que j'y connais rien. Mais faire une sorte de roulement où les épouses ont des rôles respectifs. C'est un schéma que je ne comprends pas, mais j'essaye de le comprendre. Et là, justement, dans cette série, je trouve que les femmes qui acceptent d'être dans ce schéma polygame, elles n'en tirent aucun avantage. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il y a vraiment justement des avantages à tirer de ça? Est-ce que la polygamie peut induire des avantages pour les épouses? Moi, je parle des femmes, hein, parce que l'homme, lui, se met plutôt bien. Toujours et encore, à l'idée de cette série, le modèle polygame est servi comme beaucoup de choses qui sont absolument pas consenties, très violentes. Il y a pas mal de violences de part et d'autre dans cette série. Des pleurs, des menaces, des coups, et dans tout ça, moi, ce qui m'a rendu triste, parce que, alors après, je suis peut-être hyper premier degré, mais ce qui m'a rendu triste, c'est que là-dedans, t'as des enfants qui trinquent et qui n'ont rien demandé. Parce que, notamment, le personnage du grand garçon de Jonassi, Menzi, il en prend plein sa gueule pour pas un rond. Mais lui, il n'a pas demandé à être là. Hein. Il est d'une violence extrême avec ce gamin. Et faut se mettre à la place des gosses, quoi. C'est pas facile. On leur envoie, ils sont à table, et on leur impose Matipa et ses deux gamines, donc leur petite sœur. Faut comprendre que les premières réactions peuvent ne pas être dans la jovialité totale, quoi. Si vous voulez, il y a un véritable rapport de domination, mais très très intense dans cette série, où en fin de compte, Jonassi, c'est le roi, et pendant ce temps-là, les femmes qui gravitent autour de lui, et surtout les enfants, tout le monde suffoque. Et lui... Alors lui, ce déséquilibre-là, il s'en bat royalement les roustons. Hein. Et je reprécise à nouveau, je parle en tant que femme qui a quelque part adhéré aux normes d'une société occidentale où je n'ai pas été éduquée dans un modèle de polygamie, loin de là, je dirais même, parce que de toute façon, si mon père avait eu des désirs de polygame un jour, ma mère le poursuivait à la fourche, donc l'affaire aurait été vite réglée. Donc c'est vrai que c'est très difficile pour moi. C'est une série qui, à l'issue, m'a fait beaucoup cogiter, parce que c'est très difficile finalement d'avoir une projection. Parce que déjà, comme je vous le disais, je ne me sens absolument pas légitime pour parler de ça. Mais en tout cas, je peux avoir mon avis quand même, tout en respectant. Au final, on est sur quelque chose qui est dépeint où personne n'a rien à gagner. Tout le monde souffre. J'avais perçu, peut-être à tort, hein, si vous avez des connaissances sur la polygamie, la polyandrie, la polygynie, faites péter. Mais j'avais l'idée de quelque chose de plutôt codifié. Et là, c'est pas le cas, en fait. Jonassi, lui, il fait ce qu'il veut quand il veut. Il s'en tamponne les boursemeules qu'il n'a pas au demeurant, parce que ça y va. Et tout le monde souffre à côté, mais vraiment tout le monde, jusqu'à son frangin qui s'en prend plein la gueule pour pas un rond, alors que lui, bon gré mal gré, il a tenté de rendre service. Je parle même pas des enfants, ça m'a... La petite Sarah, l'aînée de tous les enfants, ça m'a fait un peu de peine, parce que on te cache un peu comme si on mettait un pansement sur une verrue. Enfin, c'est hyper triste dans le fond. En fait, ce que je pense de la série, c'est que quand tu as regardé les 22 épisodes, tu te dis le titre va pas trop aux polygamistes, parce que moi, en tout cas, à l'issue
du visionnage de tous les épisodes, ce qu'il en est ressorti, c'est que c'était pas tellement de la polygamie que j'ai vu dans le fait qu'il ait épousé plusieurs femmes, oui, mais au final, moi j'ai vu un homme qui ne pouvait pas s'empêcher de tromper, voilà. J'ai vu de la tromperie, j'ai vu du mensonge, j'ai vu de la manipulation, j'ai vu aussi, pardonnez-moi, mais quelqu'un qui peut-être souffrait d'addiction sexuelle, hein, parce que gros demandeur comme ça, bon, effectivement, bah, tu te dis très vite, oui, une femme, ça va pas suffire, hein, mais bon... Mais j'y ai vu plus voilà, des comportements absolument putassiers du personnage principal. Et j'ai trouvé ça un peu triste parce que, pour rentrer un peu plus dans les avis que j'ai pu lire, c'est ouais, les femmes ont pris le pouvoir. Effectivement, à un moment, Matipa et Joyce vont un petit peu se rallier pour pouvoir faire front. Mais finalement, je pense que dans cette série, il n'y a pas de vainqueur. Tout le monde y a perdu quelque chose. Voilà. Voilà ce que j'en pense. Je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que je vous conseille cette série? Bah oui, hein. Oui, parce que au-delà du côté, je vous dis, des échanges, du dialogue, des textes, moi je trouve qu'il y a un vrai fond dans tout ça et qui en tout cas, bon, écoutez, hein, moi j'ai la boîte à cogiter qui cogite tout le temps, donc forcément que cette série allait me faire... Ah oui, donc est-ce que je vous la conseille? Bah oui. Pour les films du mois, je vais commencer par un film qui m'a hypnotisé et mis très mal à l'aise, qui est le film Gourou, où le personnage principal est incarné par Pierre Ninet. Je ne m'attendais pas à ça, je n'ai pas lâché le film une seule seconde. Alors c'est l'histoire du personnage de Mathieu Vasseur, donc incarné par Pierre Ninet, qui est donc coach en développement personnel. Alors ça a commencé par des petites vidéos sur les internets, et puis très vite sa parole a eu de la portée, et très vite il a développé un vrai business autour du développement personnel et des phrases toutes faites. Et voilà, je me suis dit dès le début, ça pue la merde cette histoire. Ça sent la merde parce que c'est des séminaires absolument spectaculaires avec une foule en pamoison, en adoration, où il est question de vous êtes ce que vous faites, je sais pas quoi, vous savez, les phrases toutes faites des coachs, où... ça a presque des allures, hein, pas loin, mais c'est très sectaire l'ambiance. Je vous jure que moi, ça me provoque un inconfort de ouf. Hein. Je crois que jamais je pourrais aller dans ces trucs-là. Ça me génère une sorte d'oppression là, c'est pas possible. Alors, vous vous doutez bien que les services de maths ne sont pas gratuits. Hein. C'est un business qui est très bien huilé, qui rapporte pas mal de pèse, jusqu'à ce que les autorités se disent bon. Ça nous convient plus beaucoup, on va mettre un peu le nez là-dedans et on va démerder un peu tout ça. Alors là, panique à bord, parce que c'est tout son business, l'oseille et tout qui est remis. Il est d'ailleurs convoqué à une audition, une sorte d'audition. Et même pendant l'audition, il continue à avoir son rôle de coach alors qu'on est en train de lui reprocher. On met en avant le fait que les qualifications, il n'y en a pas. En gros, là, pendant l'audition, il voit son business, son royaume clairement menacé par un projet de réglementation et que je trouve vraiment très bien. Parce que, non, ça dépasse. Quand je regarde le film, je vois la foule limite en transe, en pleurs, en leur disant que vous pouvez changer si vous le voulez, en des phrases toutes faites, votre transformation ne tient qu'à vous, et tout le monde pleure, tout le monde est waouh, c'est super chaud pour moi. Sachez que ce film m'a mis super mal à l'aise parce que je le trouve hyper crédible. Déjà, de base, moi, dès qu'on commence à un peu trop... tout ce qui est comme ça, coaching de coachs qui ont des certifications que tu sais pas trop d'où ça sort et qui te vendent leurs trucs 400, 500, 600 balles. Moi, je fais très attention à ça. Je suis pas très à l'aise avec ça. Et c'est surtout parce que je reste très convaincue, mais vraiment intimement convaincue, que certains de ces coachs-là, en fait, c'est juste faire du bif sur des personnes qui sont en détresse et en souffrance. Et ça m'insupporte. Et on a, qui plus est, une problématique en plus, c'est que ne sera jamais plus persuasif que quelqu'un qui croit à ce qu'il raconte. Et là, dans le cas de Mathieu Vasseur, ce coach en développement personnel, le mec, il croit à ce qu'il raconte. Donc, c'est plus facile de convaincre les gens quand tu es toi-même convaincu que ce que tu dis...
c'est la parole unique, quoi. C'est la bonne parole. C'est incroyable. Moi, je suis désolée, hein, mais dans le cadre du film, dans ce que j'ai vu, on est quand même à un poil de huc de la secte, en tout cas de l'ambiance très sectaire. Ce qui me fout très mal à l'aise avec ces coachs en développement personnel et assimilés, c'est que comment on peut imaginer régler des problèmes complexes qui sont donc pour plusieurs raisons, pour plein de choses, pour des histoires qui sont justement très perso, avec des chemins différents. Comment on peut imaginer qu'on peut régler des problèmes hyper complexes avec des phrases comme ça, toutes faites? Si tu crois, tu vas y arriver. Je trouve que le film, c'est une démonstration très flippante du besoin que peut avoir l'être humain qui souffre, du besoin d'avoir des paroles qui vont dans son sens et qui le réconfortent. C'est flippant parce que justement, tu es un peu affaibli parce que tu vis, parce que la psyché va pas très bien. Et donc, bam, on perçoit très bien quand on voit la foule. Il y a quand même un mec qui va jusqu'à quitter son travail dans lequel il est depuis plus de 20 piges sur les simples paroles du coach. C'est un truc de ouf. Il appelle son employeur, il insulte son employeur de tous les noms. Et après... Et puis finalement, on a aussi un film qui met en avant la propre descente aux enfers de ce type de coach. Parce que quand tu es convaincu de ce que tu vends et que ça prend un peu l'eau, pour des raisons parce que les autorités mettent un peu le nez, ça part c'est une descente aux enfers, hein, ça part en couillette totale. Je sais pas si j'aimais ou pas. C'est-à-dire que j'ai pas décroché du film parce que je voulais savoir jusqu'où le personnage de Mathieu Vasseur allait aller. Alors là, j'ai été servie. Est-ce que je vous conseille ce film? Oui, parce que je trouve qu'il peut aussi... c'est bien d'éveiller un petit peu les consciences, même si j'imagine que quand on souffre, qu'on a besoin d'entendre ce qu'on a envie d'entendre, c'est pas un film qui fera changer quoi que ce soit. Mais n'empêche que le sujet, je le trouve plutôt bien traité sur la problématique de tous ces coachs qui pullulent, qui fleurissent sur les réseaux et qui n'ont que très peu de certifications, rien du tout. Alors là, sachez que je suis fâchée. Sur vos conseils, j'ai regardé le film Obsession, un film d'horreur, censé être un film d'horreur. Mais qu'est-ce que c'est que ce film? Sur vos conseils, mais qu'est-ce que c'est que ce film? En même temps, les gars, il faut revoir ces classiques. Les tantes Owens, là, dans Les Ensorceleuses, elles avaient prévenu, faites attention aux vœux que vous formulez. Voilà. L'histoire, allons donc. Bear est éperdument amoureux de sa collègue Nikki. Seulement, il s'avère que ce jeune homme est assez maladroit et qu'il ne sait pas comment lui dire. Bon. Alors qu'il se trimballe dans un magasin un peu bizarre avec des trucs quelque peu ésotériques, il va tomber sur une espèce de bordel à craquer, là, où tu dois formuler un vœu. Bon, il le prend un petit peu à la légère, et puis, un soir, je crois qu'ils reviennent, je ne sais plus d'où, il va craquer le truc et faire son vœu. Vous vous doutez bien que le vœu, ça va être je souhaite que Nikki m'aime plus que tout au monde. Ouais, les tantes Owens, elles avaient prévenu, je veux rien savoir. Forcément, le vœu est exaucé, et alors là, ça part en carnage. Alors, très clairement, je vais pas aller plus loin, parce qu'après, c'est une suite de choses un peu étranges. Je n'en ai absolument rien eu à péter de ce film. Mais vraiment, je l'ai trouvé long, il n'y avait rien d'intéressant. L'horreur, non, un peu de gore, oui. Ça s'arrête là, il n'y a pas de quoi frissonner. En fait, j'ai trouvé que le film te foutait un malaise, quoi. Juste ça, c'est pas de l'horreur. Hein. Le mec, il formule un vœu, on se doute, on y va tout droit, v'là le vœu. On se doute aussi que le vœu, il va se réaliser et que là, ça va partir en peanuts. C'est peu de le dire. Hein. C'est même parfois un peu de trop, je trouve. Je trouve que ce film n'a absolument aucun intérêt et, qui plus est,
il est pollué de petites musiques de suspense à la con très fortes qui te donnent envie vraiment de t'en aller, de dire stop, je ne veux plus voir ce film, je m'en carre l'Onion Ring. Si vous voulez, le sujet qu'on tente de traiter dans ce film est important, hein, les relations toxiques. Alors là, c'est même plus toxique. Hein. Là, s'il y a un terme qui va au-delà du toxique, vous doutez bien que quand le mec il formule « je veux qu'elle m'aime plus que tout au monde », c'est-à-dire que le vœu va s'exaucer plus que tout au monde. Vous imaginez l'ampleur. Il n'y a personne qui a envie d'être aimé plus que tout au monde. Tu sais, là, tu me... j'étouffe, là. Va te tirer un canaillou dans le buisson et lâche-moi. Vous imaginez l'ampleur du truc. Je veux qu'elle m'aime plus que tout au monde. Alors, ok, bon, dans l'idée, tu te dis, le vœu sera jamais exaucé. Mais moi, je me serais dit, bon, dans le doute, on va doser. Ah non, le mec, il a pas dosé. Ah bah, il a compris. Ah bah, il a bien compris. Vous inquiétez même pas. Non, mais pardonnez-moi, mais à titre d'exemple, moi, je ne veux pas aimer, j'entends amoureusement, sentimentalement, quelqu'un plus que tout au monde. Ça veut dire plus que tout le restant de mes proches, plus que le couscous. Non, on veut pas étouffer. Je ne veux pas être aimé jamais. Qu'est-ce que c'est? Bah la preuve, bah voilà. Bah voilà. Alors, je vais me permettre, hein, n'allez pas claquer de l'oseille dans ce film. Hein. Ah non, parce que si moi je m'attendais à autre chose, l'idée de faire le vœu, le côté un peu magique, machin, et puis je m'attendais à de l'horreur pour un film d'horreur. Bon, ouais, il y a des petits passages où elle fait des têtes un peu, vous savez, genre le film Action-Vérité, là, des têtes... bon, bah voilà, il y a... bon, moi par exemple, les bruits que je fais dans la nuit, ça fait plus peur que ça, par exemple. Ouais, non, gardez vos sous, c'est bien aussi. Et je vais terminer la section film avec le tout dernier que j'ai regardé, qui est diffusé actuellement sur Netflix, et que si vous ne l'avez pas vu, courez le voir. J'ai regardé le film Si tu m'écoutes. Je vous jure que je n'avais pas autant chialé depuis très longtemps sur un film. Mais quelle beauté! Vraiment, j'ai trouvé, pour un film Netflix, je l'ai trouvé hyper bien fait, hyper bien ficelé. Pourtant, on se dit rom-com, bon, ça va être un peu cucu, caca, popo. Et ben pas du tout. J'ai trouvé que pour une fois, on ne s'adressait pas forcément qu'à un public très jeune, adolescent. Là, en tant qu'adulte, tu pouvais très facilement te faire embarquer aussi. J'ai trouvé que c'était un très beau film. C'est l'histoire de deux sœurs, donc Jill et Isabelle. Et Isabelle est très gravement malade. Et donc, on le sent venir, on traverse un petit peu leur enfance, leur adolescence et le début de leur vie d'adulte. Et donc, Isabelle ne va pas survivre à sa maladie. Et là, à partir de là, les grandes eaux. Et Jill, tant bien que mal, elle essaie de composer une vie où sa sœur n'est plus là. Et donc, un soir de chagrin, un soir de solitude, elle prend son portable, elle compose le numéro de sa sœur et elle décrète de laisser des messages sur son répondeur, de très longs messages vocaux où elle lui raconte ses journées, des choses très intimes, ce qu'elle faisait quand sa sœur était vivante. Seulement, ce que Jill ignore, c'est que le numéro a déjà été réattribué et c'est Wes, donc le personnage masculin, qui reçoit tous les messages sur le répondeur de Jill et qui va évidemment les écouter. Alors oui, je vais être très sincère, tout est très attendu dans ce film. On sait d'avance ce qui va en être, mais j'ai très envie de vous dire, on est là pour ça et on s'en fout. J'ai absolument kiffé ce film. Le personnage de Jill est hyper sincère et super pétillant. J'ai passé un très bon moment de chialade, sponsor Kleenex. C'est très lourd et très léger à la fois, mais en même temps, j'ai presque envie de vous dire que c'est exactement ce que j'attendais de ce film. Donc pour moi, ça a marché grave. Est-ce que je vous conseille? Bien sûr que oui. Plus, oui. Oui, nouvelle catégorie qui prend tout son sens par rapport à ce que j'ai commencé depuis le début de l'année. Regardez-moi cette belle petite trouvaille. Regardez-moi, voilà l'histoire. Une petite malle que j'ai récupérée, qui était lamentablement abandonnée sur un trottoir, que j'ai astiquée de fond en comble à grands coups de savon noir, que j'ai bien nettoyé. Et je me suis dit, tu vois ça, regardez, hop, elle s'ouvre. Et tu vois ça, ça va être pour faire ton tri du mois. La malle de tri du mois. De quoi s'agit-il? Bon, vous savez, j'ai fait un énorme tri de baraque qui a commencé mi-décembre et qui a perduré jusqu'à fin janvier.
Donc forcément, le tri, il y aura toujours des petites choses à faire parce que notamment quand je vais m'attaquer au garage, ça va être un carnage. Mais la grande zone, le gros truc où tu te dis je vais pas m'en sortir, c'est fait. Et je vais vers cet esprit-là où je me sens bien maintenant. Plus je désencombre et mieux je vais. Donc, tous les mois, les petites choses, toutes confondues à part les vêtements que je mets à part, mais les objets, voilà, ils vont aller là-dedans. En fin de mois, si je n'y ai pas retouché, ça dégage au don, à la vente, ou don, vente, qu'est-ce que je peux en faire, ou à la poubelle si ça mérite la poubelle, quoi, parce que on peut pas tout donner, on peut pas tout vendre. J'ai descendu un peu la caméra. Qu'est-ce qu'on a donc récolté pour le tri de ce mois de juin? Donc je vais commencer, attendez, je vais pousser un petit peu. Je vais commencer par ça. J'ai retrouvé ça, les placards, tout ça. Une paire de savates de chez Shein. J'aime bien la couleur, mais je la mettrai pas parce que les pompes Shein, j'ai donné. Tu as le pied qui flamboie au bout de 10 minutes de marche et ça dépasse. J'ai aussi retrouvé ça dans le même placard, un sac, comment on appelle ça, un sac besace, mode 1983. Une sacoche, quoi. Une sacoche qui est neuve avec une grande lanière. J'aime pas du tout ce type de sac. Donc, je garde pas. Voilà, j'ai ça depuis la nuit des temps. Et les autres sacs qui avaient été utilisés, je les ai jetés. Hein, ils ne sont pas vendables. Celui-là, il est tout à fait neuf. Voilà, une grande bandoulière. Ça, je garde pas parce que je n'utiliserai pas. Des petits objets de déco du temps où je collaborais avec Shein, je n'en ai plus l'utilité. Et il y a ça aussi, attendez, hop, une sorte de... Voilà, comment on appelle ça, un truc à chauffe-plat, là, un bougeoir, je sais pas comment on appelle ça, un photophore. Voilà, ça c'est pareil, je m'en sers plus. Nous avons quoi d'autre? Un porte-lunettes, un étui à lunettes, bon. Et bien évidemment, ça je vous ai déjà montré, j'en ai rajouté 2. C'est tout mon tri de lunettes de vue qui a été fait et que je vais donc aller déposer au don. Voilà, il y a exactement 9 paires de lunettes. Et enfin, comme j'ai fait du grand tri dans mon maquillage et que la plupart est partie à la poubelle, il y a ça, j'ai dû l'utiliser une fois, mais je ne vais pas la revendre. De toute façon, je ne peux pas revendre ça. C'est une poudre violette qui, moi, me donne le teint gris. Donc ça ne me convient pas du tout. Je sais pas ce que je vais en faire. Hein. Elle est quasi neuve. Bon, c'est joli comme ça, mais c'est quand même que du pur plastique. Voilà. Écoutez, pour le petit tri du mois de juin, c'est fait. Et on incorporera ça s'il y a tri dans le mois qui a été fait. Voilà, ça me permet d'avoir ma petite malle à tri et c'est très bien. Je vous jure, et j'en fais pas des caisses par rapport, je pars d'un principe que chacun fait bien ce qu'il a envie de faire et chacun fait avec sa conscience de consommation. Mais je suis tellement contente, vraiment, j'insiste, ça m'a tellement fait du bien d'arrêter une certaine, une surconsommation de ouf même, hein, d'arrêter d'avoir pris cette décision et de progressivement désencombrer ma baraque que je pourrais en parler des heures. Ça fait tellement, ça apporte vraiment tellement un mieux-être que je trouve important d'insister là-dessus. Parce que parfois, on est encombré et on ne se rend pas compte que l'encombrement de sa maison et de ce qu'on possède favorise l'encombrement cérébral, si je puis dire, l'encombrement psychologique. Je m'en étais pas rendu compte parce que quand tu es dans cet élan d'hyperconsommation, enfin, je veux dire, pour vous donner un exemple quand même d'un vrai ressenti, c'est que j'avais ces sortes de pics de plaisir, vraiment de pics de plaisir, quand à l'époque où je travaillais avec Shein, que je recevais des colis quasiment toutes les semaines. Il y avait un pic de plaisir à la réception du colis, d'ouvrir alors que je savais ce que j'avais sélectionné. Il y avait cette espèce de truc très étrange, vraiment, du pic de plaisir que pour ça. Il y a eu pour moi dans cette surconsommation à l'époque, je pense, un vrai... comment je peux dire ça? Il y a eu... Ça servait de régulateur émotionnel. Voilà. Je pensais combler avec le fait d'avoir et de posséder. De toute façon, la capacité pour quelqu'un qui a une psyché momentanément altérée, la capacité de se créer des besoins, elle est phénoménale. Hein, je vous jure, je vous parle de vécu. Hein. Tu t'imagines que tu as besoin de ça, que tu as besoin de tout ça, et tu t'imagines que ça t'aide à aller mieux, alors qu'on est juste... moi, j'allais pas très bien, et je pense que ça a été un terrain très favorable pour consommer jusqu'à déborder.
Bref, voilà, comme je vous dis, je pourrais en parler des heures, donc je vais me détendre tout de suite, mais il y a vraiment eu tellement, j'insiste de ouf là-dessus, le fait de déconsommer, de réfléchir des achats sans pour autant se priver du plaisir de se faire un petit plaisir. Regardez, ce mois-là, j'ai eu envie de m'acheter ma paire de baskets blanches. Je me la suis achetée et sans une once de culpabilité. C'est une paire de pompes de qualité par rapport à ce que je consommais, par rapport à des baskets Shein. On est bien, tu vois, il y a pas la perte. C'est pas parce que tu déconsommes que tu en perds le plaisir. Mais il y a vraiment le plaisir retrouvé de ne pas s'encombrer de babioles, de ne pas avoir 4 portants de vêtements pleins à craquer où tu sais même pas quoi mettre tellement t'en as. Et finalement, tu t'aperçois que tu remets toujours les mêmes fringues. Bref, voilà, là n'était pas le débat. En tout cas, nouvelle petite catégorie, la malle de tri. On va bien évidemment passer à la catégorie YouTube, réseaux sociaux, vie de créatrice de contenu. Bon déjà, sachez que pour le mois de juin, vous êtes 33 de plus. Bienvenue, que me vaut le plaisir de votre venue. Les statistiques de ma chaîne sont tout à fait satisfaisantes. Que vous dire de plus ? Écoutez, je vais pas me la jouer, on va pas la jouer langue de bois, hein, j'ai pas pour parti pris de la jouer comme ça, mais... quand je vous dis, je trouve mes stats très satisfaisantes, voilà, vous devez vous dire, mais en fait, elles s'en bat. Non, la vérité, c'est que, fut un temps, j'aurais aimé que cette chaîne s'envole, pour plein de raisons. J'aurais aimé, pour plein de raisons, et notamment la première qui est celle de pouvoir en vivre pleinement, c'est-à-dire sans se poser 1 milliard de questions. La deuxième, bah, c'est peut-être d'avoir, les deux vont se regrouper, mais c'est peut-être d'avoir plus de visibilité pour avoir plus d'impact et peut-être me sentir un peu plus légitime pour aborder certains sujets que je trouve importants et que je n'aborde pas actuellement parce que, bon bah déjà, l'impact, c'est-à-dire que la portée, elle n'est pas très loin. C'est clairement ça, c'est qu'on va donner bien souvent plus de crédit à un créateur de contenu qui a un nombre d'abonnés assez conséquent. En tout cas, plus de monde va voir, va entendre ses propos. Et donc, c'est vrai que quand toi, ta portée, elle n'est pas de 0, mais pas loin, bon, t'as pas envie de partir dans des méandres et pourtant sur des choses qui te tiennent à cœur. Donc voilà, pour tout ça, que la chaîne s'envole, pour peut-être gagner un petit peu en légitimité, peut-être aborder des sujets que je n'aborderai pas dans l'état actuel des choses. Quand je vous dis que je suis satisfaite de ma chaîne actuellement, c'est parce que je prends en considération plein de paramètres. C'est-à-dire que aujourd'hui, peut-être pas avant, mais aujourd'hui, pour réussir sur les réseaux, c'est soit tu proposes la bonne niche, tu tombes au bon moment, tu as un sujet qui cartonne, tu cartonnes tout simplement. Et heureusement, ou alors c'est complètement l'opposé, tu vas percer entre guillemets de la très mauvaise manière en cumulant les bad buzz et en étant pourri avec les autres, et ça c'est pareil. Bon, moi c'est alors pas tomber au bon moment, ne pas avoir la bonne niche, écoutez, bah ça tant pis pour moi, mais réussir en tapant sur les autres, en cumulant les bad buzz et en titillant là où ça pique pour essayer que ça fasse parler, bah non, j'en suis pas, quoi. Enfin, j'ai plus envie. C'est-à-dire que je n'ai plus... Mes attentes ne sont pas assez... les attentes que j'ai de ma chaîne, peut-être... Voilà, je vais dire un terme très simple, je n'ai pas les dents qui rayent le parquet assez pour pouvoir... repousser mes limites, les limites que je m'impose moi-même. Et puis bon, YouTube a changé. Il faut bien... Je suis assez raccord avec mes stats parce que YouTube a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur un mode de consommation de contenu hyper rapide. On passe d'un créateur à l'autre sans spécialement créer de vrais liens. On consomme du contenu à tout va. Mais moi, je suis très contente, franchement, je vais vous le dire, je suis très contente d'appartenir au petit vieux de la vieille, parce que malgré le fait d'avoir retiré mes commentaires pendant 4-5 ans à peu près, pour certaines, vous êtes encore là, pour certaines, le lien existe encore. Et je m'estime chanceuse parce que je trouve que c'est très difficile maintenant de vraiment créer du lien avec un créateur de contenu. Et puis, bah, tout ce qui va avec. C'est-à-dire que même si tu crées du lien pour au bout du compte que ça part en saucissonnade, que ce soit abonné, créateur de contenu ou créateur de contenu et créateur de contenu, c'est-à-dire qu'on n'a plus envie parce qu'on ne sait pas. On sait pas. D'ailleurs, en parlant de commentaires, je vais en profiter pour faire une digression du tonnerre puisque dernièrement, sur l'une de mes dernières vidéos, j'ai parlé d'un sujet en particulier et j'ai reçu quelques commentaires. Allez voir les espaces commentaires qui font foi de ce que je raconte.
j'ai eu des commentaires qui m'ont dit « Mais Jenny, non, surtout ne te lise pas, voilà, nous on est là pour ce que tu es, pour tes prises de position, ne deviens pas lisse. » Alors écoutez, je vais vous rassurer tout de suite, le jour où un réseau social arrivera à dénaturer celle que je suis au jour le jour dans mon quotidien, ce jour-là, il n'est pas arrivé. Ce qui revient à dire que si des choses me pètent les rouflaquettes, que ce soit dans la vie, les actus, les réseaux sociaux, si des choses me pètent les rouflaquettes, je continuerai à dire ce qui me pète les rouflaquettes. Je ne cherche pas à être accueillie comme un gourou sur toutes mes pensées. C'est pas parce que je partage avec vous certaines de mes pensées que vous devez être d'accord, que vous n'avez pas le droit d'exprimer votre désaccord. C'est pas ça. Je suis pas un gourou de rien du tout. Et puis vous savez, si je veux un peu de lumière sur moi, j'allume un interrupteur. J'ai pas besoin qu'on me fasse briller. Si j'ai envie de briller, j'allume la lumière. Ça va plus vite que de l'attendre venant de quelqu'un d'autre. Et sachez que si j'ai envie sur ma chaîne de dénoncer un système que j'ai intégré et pour lequel je propose un travail qui ne me convient pas. Enfin, c'est comme si tu travailles dans une boîte, il y a un système qui est mis en place, tu es salarié, il y a un système qui est mis en place qui ne te convient pas. Je trouve pour ma part qu'il est quand même plus sain d'en parler plutôt que de laisser macérer et que ça pète. Donc, je travaille pour YouTube, il y a certaines choses que YouTube met en place qui ne me plaisent pas, je le dis, point. Et c'est juste ça qu'il faut comprendre. Je dénonce un système, pas des personnes. Voilà, après cette digression, en même temps, j'ai presque envie de vous dire ou pas, parce que ça concerne quand même un peu la chaîne, ce qui s'y passe, mes pensées par rapport à ma chaîne. Moi, titre perso, alors après, ce que les autres pensent de ma chaîne, je m'en carre littéralement la moulichetta à même la plancha, mais moi, je trouve qu'elle se porte plutôt pas mal, toujours et encore par rapport à ma proposition, par rapport aux libertés que je prends, par rapport, voilà, si pendant une semaine, j'ai pas envie de poster de contenu parce que ce n'est pas adapté, parce que je vais pas prendre une caméra pendant une semaine, vous dire « Hey, chaud, j'en peux plus, j'en ai marre, j'en veux dire rouleau ». Bon, bah c'est bien, c'est aussi une façon de vous respecter que de pas faire un vlog pour faire du vlog et de me plaindre H24 que j'ai chaud. On le sait, on aura compris. Disons que pour clore le débat, dans l'époque actuelle que nous sommes par rapport aux réseaux sociaux et le vent en poupe tel que les TikTok et tout ça, j'estime que mes stats sont plutôt bons avec la proposition, avec je n'ai plus de vidéos qui incitent à cliquer, j'ai plus de Shein, je fais pas d'action, je fais pas de retour de course, c'est-à-dire que là je me démerde un peu comme je peux avec des trucs qui font pas cliquer. C'est plus simple quand tu colles du Shein. Je parle aussi d'expérience de partout, que tu vas chez Action une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours et que tu claques du retour de course. Voilà, bon. Moi, ça, je mange toujours la même chose, donc le retour de course, voilà. On se démerde comme on peut, mais on tient le bon bout, c'est déjà pas mal. Bon, alors là, ma petite YouTube Worlds, il va falloir t'asseoir un petit peu, car je vais te parler, on est dans la section perte de poids et des décisions qui seront à prendre. Et c'est là où je vais mettre en œuvre toutes mes contradictions. En même temps, je ne suis qu'un être humain, donc j'ai mes qualités, mes failles et aussi toutes mes contradictions. Et je suis très raccord avec ça, puisque déjà, je vais vous faire un point sur ma perte de poids du mois de juin, qui n'est pas une perte à proprement dit, et un constat qui m'a, alors je voudrais pas qu'il m'a flingué le moral, mais disons que semaine de pleine canicule où tu manges comme un lapin, c'est-à-dire des salades composées midi et soir, et que tu bois énormément d'eau, voilà, tu te nourris essentiellement d'eau, et que tu montes sur la balance pas plus tard qu'hier et que tu affiches un plus 1,2 kg, moi, je veux bien, mais à un moment, je veux plus. Donc, ce qui revient à dire que le bilan des pesées pour ce mois de juin est à plus 800 grammes. Venons-en au sujet principal, et je vous regarde droit dans la lentille. J'ai décidé que peut-être je sauterais le pas avec le Wegovy. Oui, madame. Ne nous emballons pas. En tout cas, moi, je m'emballe pas. Il y a quelques temps, très peu de temps même, dans un vlog, je crois, je vous expliquais que je n'irais pas sur ce type de traitement, simplement parce que ça me faisait peur, parce que j'avais peur des effets indésirables, des effets secondaires, mais aussi de l'arrêt et qu'est-ce qui se passe ensuite. Et donc ça, sachez que rien n'a changé. J'ai toujours, malgré la réflexion en cours, j'ai exactement les mêmes peurs et les mêmes craintes.
Voilà, déjà, ça s'est posé. Seulement, voilà, il y a eu ce vlog où j'ai discuté de ça et j'ai eu quelques échanges en mail avec des personnes qui suivent ou ont suivi ce traitement et une personne en particulier que je ne vais pas citer parce que son histoire ne regarde qu'elle, mais on a eu un échange très intelligent autour de ça, qui pour elle a eu un traitement donc sous Wegovy et qui a fonctionné du feu de Dieu et qui m'a dit très clairement, donc qui m'a exposé un petit peu qu'elle comprenait sans me juger ou sans être dans l'injonction, mais elle me dit, tu sais, il y a un moment où il est peut-être aussi un peu temps de s'octroyer un petit outil supplémentaire quand les choses stagnent. J'ai beaucoup réfléchi à ça et je me suis dit, au même titre que j'ai pris du temps pour me faire aider sur l'aspect psychologique, est-ce qu'il ne serait peut-être pas temps de m'octroyer une petite béquille pour me faire aider sur la perte de poids elle-même, en toute conscience, parce que je suis une adulte responsable et donc en prenant mes responsabilités vis-à-vis du traitement hypothétique. Sachez que j'en parlerai un peu plus dans quelques minutes, mais ce n'est pas une décision facile, déjà pour moi, et ce n'est absolument pas une solution de facilité, loin de là, pour moi. Bien évidemment que vous vous doutez que mes proches ne vont pas apprendre ça en regardant mon journal du mois, qu'il y a eu une discussion en famille, enfin mais très proche vraiment, parce que je trouve que c'est une décision qui ne se prend pas toute seule. J'ai quand même des proches qui tiennent à moi. On est sur un traitement qui a des effets secondaires, pas piquer des hannetons, hypothétique peut-être. Donc j'en ai parlé. Donc ma mère, elle me dit, elle est clairement pas super chaude pour ce genre d'approche, tout comme elle l'est pas pour les interventions bariatriques. Hein. Sachez-le, tout ça, voilà. Mais elle me dit quelque chose que j'ai trouvé super intelligent. Elle me dit, Nini, t'as 48 ans, c'est ton corps, c'est ton choix et c'est toi qui prends tes responsabilités. Moi, quoi que tu choisisses, je te soutiendrai. Point, fin de l'histoire. Écoutez, ma mère, qui est d'une autre époque quand même, a bientôt plus d'intelligence que des personnes qui sont dans l'air du temps avec des propos tout domaine plus étriqués. Ce qui ne m'étonne pas, hein, en même temps... ma grand-mère était déjà comme ça, donc elle a été à bonne école, je pense. Bon, le point de vue de ma sœur, qui est à peu près le même que celui de ma mère, qui me dit... alors elle c'est pas qu'elle est pas chaude sur le truc, elle me dit ça existe, pourquoi, de toute façon, tu peux l'arrêter. Contrairement à une intervention bariatrique, c'est un petit peu irréversible. Et ma fille, qui elle est hyper hypée, hein, ma fille, mais oui, mom, ça fait des mois que tu te casses le cul, tu vois pas tout ce que tu fais, tu peux essayer, même que si tu veux, moi je te les fais les injections, parce que oui, il y a aussi ça, le fait de se faire les injections, là. Alors, pourquoi ce revirement ? Parce que déjà, tout part, l'origine, ça part d'un appel. Il me semble qu'on est au 15 juin et je suis, ce jour-là, je crois que je suis dans Rouen. Je ne suis pas sûre. Bref, on s'en fout. Hein, et je reçois un appel d'un numéro que je connais puisque j'ai été suivie près de 2 ans par le CSO, donc le CHU Bois-Guillaume, au niveau du centre spécialisé obésité. Je reçois un appel pour faire un petit peu d'une personne qui se présente, je ne veux pas dire le nom du docteur, mais qui est donc endocrinologue, diabétologue, et qui vient, qui prospecte un petit peu pour faire le point sur ce qu'a apporté le CSO. Est-ce que ça va? Est-ce que la perte de poids a été maintenue? Et donc, je lui explique que... c'est vrai que c'est un peu compliqué au niveau de la perte de poids depuis quelque temps. Je lui explique aussi que je pense être entrée en période de préménopause et que ça n'aide en rien. Bref, je raconte ma life et on a un échange qui est quand même assez long. Elle me demande si... pour une seconde phase de perte de poids, puisqu'il y en a quand même une première, elle me demande si j'ai pu rediscuter avec moi-même d'une éventuelle intervention bariatrique ou d'un traitement contre l'obésité. Je lui expose tout de suite. Alors, je lui ai dit, l'intervention, non, dans ma tête, c'est trop radical. Et je lui explique toutes mes craintes et mes peurs par rapport au traitement. Ce qu'elle me propose dans l'immédiat, c'est qu'on se voit très rapidement
pour un rendez-vous et pour en parler. Hey là, je prends un petit peu mes jambes à mon cou. Je dis, écoutez, moi, il faut me laisser le temps de cogiter un peu à ça. Faut me laisser, voilà, m'informer, même si je sais déjà plein de choses, mais il faut me laisser cogiter. Donc, elle me propose que nous nous rencontrions le vendredi 25 septembre à 14 heures. Alors donc, venons-en au pourquoi une telle décision alors que j'étais hyper réfractaire, voire j'étais sur un non ferme et définitif, la preuve que tout n'est pas toujours ferme et définitif. Déjà, on ne va pas la jouer langue de bois. La première des choses, c'est clair et c'est net, j'ai toujours mis ça en avant en parlant de ce type de traitement, c'est que là, on nous propose une possibilité d'entrer dans un protocole avec ce médicament avec un remboursement partiel. Disons que c'est un élément qui n'est quand même pas négligeable. Parce que je suis... Alors, ce n'est pas l'élément le plus important pour moi, je vais venir dans le point suivant. Je suis en périménopause, je vais ensuite entrer dans le vif du sujet avec la ménopause et que la perte de poids ne va s'en trouver que plus compliquée. Donc, ça, c'est quand même un critère que je suis obligée de mettre quand même sur les points du pourquoi cette réflexion, pourquoi j'y réfléchis. Le point le plus important, vraiment, et là, c'est vraiment le point qui peut faire pencher vers le oui, c'est que j'ai quand même fait tout le travail en amont. Tout le travail qui me semble nécessaire à faire avant d'envisager ou un traitement qui lutte contre l'obésité, ou le travail, selon ma perception des choses, qu'on devrait faire avant une intervention bariatrique. Il y a eu une thérapie pour régler mes soucis psychologiques qui a été démarrée et qui prendra peut-être fin. En plus, ça tombe très bien parce que mon peut-être dernier rendez-vous avec la psy intervient juste avant le rendez-vous avec le CSO. Donc, il y a quand même eu une thérapie qui m'a grave aidée. Il n'y a que moi qui suis dans mon ressenti, donc il n'y a que moi, même si vous avez été nombreuses et nombreux à me dire qu'on sent qu'il y a une évolution, mais pour moi, dans mon corps, dans ma tête, je sens que l'évolution, elle est exceptionnelle. Sans changer celle que je suis, mais quand même, il y a eu de belles avancées. Donc il y a eu tout le travail de fond qui me semble être nécessaire quand on lutte contre des TCA, quand il y a une obésité qui est malheureusement, on le sait, multifactorielle. Il y a eu un changement radical en termes d'alimentation. Je mange aujourd'hui comme je mangerai toute ma vie, qu'il y ait perte de poids ou pas. Ce que j'ai mis en place me convient. Maintenant, c'est ma routine alimentaire. On ne parle plus de régime ou de rééquilibrage. Je mange comme ça. Mes TCA me semblent en congé depuis maintenant pas mal de temps, et tant mieux. Enfin, je me suis surpris, là on a passé une petite dizaine de jours avec des chaleurs impossibles et à pas en pouvoir dormir la nuit. Et là, c'est moi, là ça aurait pu être dangereux pour moi. Et j'ai pu constater qu'une nuit, j'ai eu faim, de la vraie faim, je ressentais la faim. Eh bien, je me suis fait une salade de tomates avec un peu de thon. Voilà, sans décalquer tout le frigo, ce que j'aurais pu faire à l'époque. Ce qui revient à dire que ce travail-là ne sera pas à faire en plus du traitement si début de traitement il y a. C'est-à-dire que quand tu commences un traitement qui peut avoir des effets secondaires pas très sympathiques, et dans les plus sympathiques, on a les nausées et autres trucs pas très commodes du genre, je n'aurais pas en plus la charge d'avoir tout le chamboulement, parce que pour avoir absolument tout changé en termes d'alimentation, et ça n'a pas été facile, je sais que pendant 3 mois ça a été une petite misère, donc je n'aurais pas ce souci-là. Tout ce qui a dû être fait est fait, donc là en fait c'est juste le souci de la forme. Et une raison aussi, c'est peut-être parce que j'ai fait mon tout premier régime quand j'avais 13 ans, et que peut-être aussi après 35 ans de combat aléatoire avec des phases de lâcher prise plus, peut-être aussi qu'il faut se rendre à l'évidence qu'à un moment, il faut accepter d'être aidé. Ce que je veux dire, c'est que j'ai changé une vie entière d'habitudes alimentaires. J'ai reculé, j'ai mis 11 ans à commencer une thérapie qui m'a été salvatrice, on ne va pas se mentir. Donc peut-être que là, le fait de penser à aller vers un traitement, c'est pas renoncer à ce que je fais, puisque ça ne va absolument rien changer à ce que je fais. Mes habitudes, elles sont là.
Si, quand je vais voir la psy, elle me dit on va continuer encore un peu, si je vais lui parler de ça, eh ben on continuera encore un peu. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'avancée. Et c'est pas un renoncement à ce que je fais là, puisque je vais continuer ce que je fais là. Mais peut-être que ça va être un outil supplémentaire dans tout ce que j'ai mis en place depuis octobre 2024. Ce que je trouve injuste dans l'état actuel des choses, je vais vous dire, après, la bien-pensance, c'est les personnes qui disent oui, si tu maigris pas, c'est que t'as juste pas de volonté, vous, je vous emmerde. Non, mais je vous le dis, je vous emmerde parce que moi, aujourd'hui, je peux vous dire que de la volonté, je n'en manque pas. De la motivation, je n'en manque pas, que j'ai absolument tout chamboulé et que je fais les choses très correctement et ça ne fonctionne pas. Donc non, arrêtez avec vos idées reçues que si tu maigris pas, c'est parce que tu manges trop ou tu fais pas de sport. Je vais régulièrement faire mes activités à la piscine et je ne lésine pas sur ce que je fais dans l'eau parce que je peux pas me filmer quand je suis dans l'eau, mais je ne savais pas qu'on pouvait transpirer dans l'eau. Mais si, je vous assure. Donc, les connotations qui sont celles de t'es gros parce que tu bouffes trop et que tu restes dans ton canapé, non. Ça, c'est une stigmatisation. L'obésité est une maladie chronique. Donc, en partant de ce principe-là, on a accès à des traitements. Il ne faut pas oublier quand même que j'ai perdu 30 kilos. C'est-à-dire qu'au moment où je commence le CSO, je suis quand même un peu plus... je prends plus d'espace dans l'écran, si vous voulez, et dans la vie au quotidien. Il y a encore, courant 2024, mais mon quotidien était dicté par la bouffe. Je me levais bouffe, je pensais bouffe, et le pire, c'était le soir, parce que les démons de la bouffe et que tu penses qu'à bouffer, c'est quand la nuit tombe. Ça, c'est fini. Je touche du bois, mais j'ai l'impression que je ne suis pas parasitée dans mes pensées par la bouffe. C'est une super avancée, ça. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je trouve qu'il y a eu un très beau travail de fond, aidé par des professionnels. Il y a eu un très beau travail de fond. Il y a eu aussi un petit travail de forme, mais le problème, vois-tu, que quand tu fais presque 140 kilos et que tu perds 30 kilos et quelques, t'es partie grosse, mais tu restes grosse malgré la perte. Donc, tu vois, c'est ça aussi. T'as beau être super motivée et t'as beau... Mais même en perdant 30 kilos, tu restes grosse. C'est pas gentil. C'est vrai, Sachez que je connais absolument tous les effets secondaires et les effets indésirables du Wegovy. Vous vous doutez, j'ai répertorié tout ça, des moins graves aux plus graves. Et que c'est donc pour cette raison que ça demande quand même un petit délai de réflexion. Si je continue à pas me la jouer langue de bois et à être sincère avec vous, là, pour l'instant... le oui se profile quand même. Le oui, je vais y aller, les portes s'ouvrent. Et puis, il y a eu vraiment, j'insiste, des discussions avec des personnes comme moi qui luttaient depuis des 20, 30, 40 ans et qui revivent. Voilà, simplement, il y a une personne qui m'a dit j'ai choisi de me sauver la vie et j'ai bien fait. Cette personne en particulier avec qui j'ai discuté, elle m'a dit un truc que j'ai noté tellement j'ai trouvé ça. Elle me dit, tu sais, Jenny, parce que moi, j'étais en train de lui raconter mes peurs, tout ça. Elle me dit, tu sais, Jenny, peut-être que dans 15, 20 ans, ce médoc provoquera des choses pas cool, mais tel que j'étais partie, de toute façon, les perspectives n'étaient pas fameuses. Je ne sais même pas si j'aurais pu souffler ma 60e bougie, sachant que cette personne avait 52 ans, a 52 ans actuellement, et a perdu quand même 38 kilos avec le Wegovy. Comme je vous le disais, mon but n'a pas changé. Ma perte de poids est avant tout pour essayer de vieillir. Ouais, essayer juste de vieillir en fait sans canner parce que le cœur va pas tenir ou parce que je suis à deux doigts, là je l'ai vu, mes jambes, je suis à deux doigts, je me dis est-ce que je suis pas en train de me péter une phlébite ou est-ce que c'est que de la rétention d'eau, voilà, essayer de regagner en qualité de vie, parce que c'est trop demandé, est-ce que ça peut se comprendre aussi, gagner en qualité de vie, et si ça implique que le médoc m'en fasse perdre, j'aurais pris mes responsabilités, essayer de maintenir, voire d'améliorer la mobilité. Bon, alors moi, l'esthétisme, oui, perdre pour l'esthétique, oui, mais ça passe après. Là, à l'âge que j'ai, c'est quand même la santé qui prime. Et puis, si je suis amenée à avoir des problèmes de genoux, d'arthrose, avec du poids en moins, peut-être que ça sera un petit peu plus gérable. Enfin, ce que je tiens à dire, c'est que vous avez le droit de penser que ce n'est pas une bonne idée. Vous avez le droit de ne pas être du tout pour ce type de traitement. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi et vous avez le droit de dire que c'est un choix de facilité. Pour ma part, ça ne l'est pas. On ne peut pas me dire que c'est une solution de facilité quand je me suis battue pendant 35 ans.
contre mon corps, contre mon poids, que je me suis accompagnée aussi. J'ai pas fait que me battre, je me suis accompagnée, que j'ai changé tout, que j'ai tout fait bien. On ne peut pas me dire que c'est une solution de facilité. En tout cas, pour ma part, je sais où j'en suis par rapport à ça. Et surtout, je rappelle que je suis adulte, que je pense être plutôt une adulte réfléchie, responsable. Et je rappelle le truc quand même de base, c'est que c'est mon corps, mes choix, ma mère a tout dit, hein, et mes responsabilités. Et que ce n'est pas parce que je vais prendre ce traitement que ça induit que vous devez le prendre. Donc vous ne risquez absolument rien dans tout ça, mais je vous ai toujours, si vous voulez, peu importe les protocoles de perte de poids que je commençais, je vous ai toujours embarqué. J'aurais très bien pu partir du principe de dire, je ne vais pas leur dire, je vais faire ça en tsum-tsum, là, et puis je vais leur faire passer des vessies pour des lanternes. Non, j'ai jamais pratiqué comme ça, et ce n'est pas parce que peut-être je vais commencer un Wegovy que je vais vous cacher ça. Vous n'êtes pas dupe. Pour un moment, vous n'êtes pas dupe. Tout comme nous, on ne l'est pas. On sait quand quelqu'un est sous Wegovy sans le dire, on le sait, on le voit. Hein, bon. Donc, compte tenu du fait que je n'avais pas de réelle raison de ne pas vous en parler, je vous mets dans la boucle. Et puis après, on en discutera dans le respect, dans le fait que c'est son corps et ses choix. Et voilà. Mais je vous mets dans la boucle puisque je ne vous ai jamais caché quoi que ce soit dans tout ce que j'ai essayé en termes de perte de poids. Donc, il n'y a pas de raison que là, je fasse ça en tsum-tsum dans mon coin. N'hésitez pas à venir échanger avec moi sur ce sujet ou autre de ce journal du mois. Je suis très ouverte à la discussion. Écoutez, on peut tout se dire dès lors que c'est fait dans le respect. Voilà, de toute façon, vous savez, Eddie est aux commandes. Et s'il n'y a pas de respect, je n'aurai même pas le temps de voir tout ça. Voilà, en tout cas, je voulais vous parler de ça et c'est fait. Fin de l'histoire et surtout fin du journal du mois. Voilà ma petite YouTube Worlds. Écoutez, j'espère que ce journal du mois en ma compagnie vous aura fait plaisir, vous aura fait réfléchir, vous aura fait rire. Bref, aura provoqué quelques émotions, quelles qu'elles soient. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. N'oubliez pas l'ajout de la phrase de fin. Et pour ceux que vous ne pouvez pas saquer, foutez-leur la paix. Tout le monde ne s'en portera que mieux. Des bisous.